Yo les exercices, c'est l'Amid Cosmique et aujourd'hui petite vidéo spéciale sur Jujutsu Kaisen. Et oui, tu t'en doutes, on revient sur le plus grand arc du manga, voire des shonen nouvelle génération, soit l'arc Shibuya. On va tenter de résumer l'arc du mieux possible, ça va se faire en 2 vidéos et on tentera d'analyser en quoi cet arc touche quasiment la perfection. Évidemment, avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. J'ai fait aussi plein de vidéos sur l'univers Marvel, donc si t'es prêt, abonne-toi, on fait le voyage ensemble. C'est parti! Allez! Le 31 octobre 2018, un rideau d'énergie occulte d'environ 400 mètres a été dressé dans la zone commerciale de Tokyo, où se trouve la gare principale de Shibuya. Le rideau empêche les humains de sortir et les communications sont bloquées à l'intérieur du dôme. Les exorcistes en revanche peuvent sortir et entrer quand bon leur semble. C'est alors qu'ils vont décider de former des groupes afin de rentrer. Un premier groupe composé de Nanami, Megumi et Unotakuma, le deuxième regroupe Naobito Zenin, actuel chef du clan Zenin, sa nièce, Maki Zenin et Nobara. Un dernier groupe est formé par Panda et Kusaka. Cependant, à l'intérieur du dôme, un seul nom se fait retentir. C'est celui de Gojo Satoru. L'intéressé demande alors à tout le monde d'attendre à l'extérieur et rentre tout seul. À l'intérieur, les civils sont tous en panique. Au sous-sol de la gare, un autre rideau a été dressé. Celui-là empêche les exorcistes de rentrer à l'intérieur, mais cela n'a aucun effet sur Gojo Sensei. Il se retrouve alors face à 3 ennemis, Hanami, Jogo et le troisième frère des embryons maudits. C'est alors qu'Hanami et Jogo commencent à s'en prendre aux civils. Satoru se bat contre les deux en même temps, mais le sous-sol est rempli de civils. Il est handicapé car en utilisant toute sa puissance, il en tuerait trop d'un coup. Cela n'empêche pas Satoru de surclasser ses adversaires et c'est Hanami qui en paye les frais en se faisant réduire en cendres. C'est alors que Mahito fait son entrée en scène. Ce dernier remodèle les civils. Ils vont commencer à s'en prendre aux civils du sous-sol. La situation se complexifie encore plus pour Gojo. Le plan de l'ennemi est dévoilé par Geto Satoru. Le plan n'est pas de tuer Gojo, mais de l'épuiser au maximum. De l'autre côté, Yuji qui forme un groupe avec Mei et son frère parviennent à rentrer entre les deux rideaux. Ils tombent nez à nez face à une sauterelle humanoïde qui en réalité était là pour protéger le second rideau. Ils descendent donc au 5e sous-sol où d'un côté on a Gojo qui se bat contre les rangs supérieurs et de l'autre Geto qui attend que Gojo se fatigue. C'est alors qu'un train entre en gare. Mahito se montre enfin. Gojo n'a plus le choix, il est obligé d'activer son extension de territoire pour se défendre. Les fléaux sont tous surpris. Gojo active son territoire pour 0,1 seconde et extermine tous les humains remodelés du 5e sous-sol. C'est exceptionnel, une prouesse digne de l'enfant prodige. Mais c'est à ce moment que Geto débarque avec le Gokyomon, un talisman maudit qui scelle tout à condition de le neutraliser pendant 1 minute. C'est ainsi que le compte à rebours commence. 1 minute, mais 1 minute dans le cerveau de Gojo. Malheureusement, ce dernier était troublé de voir devant lui son meilleur ami qu'il a tué de ses propres mains. Satoru est plongé dans les souvenirs du passé et la minute s'écoule de manière très rapide. La prison s'active, Gojo est scellé. C'est à ce moment que Geto ouvre sa cicatrice et nous dévoile la réelle identité, Kenjaku. Un fléau qui utilise la dépouille de Geto pour réutiliser ses sorts et malédictions. Satoru est bien scellé, mais étant d'un niveau trop élevé, le sort prend plus de temps que prévu. Geto est obligé d'attendre dans la gare. À cet instant, Yuji entre en contact avec un message de Mekamaru qui était décédé quelques chapitres plus tôt. Ce message est en fait un sort qui s'active que si Gojo venait à se faire sceller. C'est ainsi que Mekamaru donne un plan à Yuji et à Mei. Yuji a la tâche de prévenir les exorcistes que Gojo a été scellé et qu'il faut se diriger au 5e sous-sol pour le libérer. Mei devra casser les lignes ennemies. Tous les groupes se mettent alors en marche. À l'extérieur, l'assistant des lycéens se fait tuer par l'humain blond allié au fléau. De leur côté, les fléaux dévoilent chacun à leur tour leurs intentions. Chozo veut tuer Yuji et Nobara pour venger ses deux frères. Mahito veut s'amuser à tuer Yuji. Jogo, lui, de son côté, veut un retour de Sukuna. Se lance alors une chasse à 3 pour trouver Yuji. C'est aussi à ce moment qu'on fait la découverte de 3 personnes qui sont en réalité les gardiens du rideau. Yuji, qui a rejoint Megumi et Ino entre-temps, se met aussi à la recherche de la source du rideau. En parcourant les espaces découverts, il tombe sur les 3 mystérieux personnages. C'est ainsi que s'engage un combat. Dans un mini flashback, on nous révèle que la naissance de Gojo a chamboulé le monde du Jujutsu. En effet, les esprits maudits ont vu leur puissance décliner tandis que celle des exorcistes n'a fait que croître. Les 3 personnes sont en réalité des exorcistes noirs mis à la retraite par la peur de Gojo. Megumi et Yuji se battent donc contre le vieux avec le sort vice-versa. Sa technique permet d'inverser la puissance des attaques qu'il reçoit. Megumi décrypte vite son pouvoir et comprend qu'il ne faut pas frapper ni trop fort ni trop faible. Il met alors en place un plan avec Yuji qui assène un coup final à son adversaire qui meurt sur le coup. De l'autre côté, l'adversaire d'Ino maîtrise un sort de communication avec les morts afin de permuter des corps avec le sien. Il choisit alors le corps de Toji Fushiguro, qui éclate facilement Ino. Le corps sans énergie occulte de Toji prend possession alors de l'âme de l'exorciste et reprend le contrôle sur son corps et tue lui-même le dernier exorciste noir. Le rideau est alors levé. Megumi et Yuji décident de se séparer, Nanami se dirige vers le sous-sol. Mei, elle de son côté, fait le ménage et Nobara tombe sur l'humain blond allié au fléau.
Nanami ne veut plus perdre de temps. Son objectif est de participer au grand combat au sous-sol. Pendant ce temps, Mei tombe nez à nez sur Geto. Elle aussi est surprise de voir son ancien ami et se doute que quelque chose ne va pas. Geto ne souhaitant pas la combattre, il lui envoie un fléau très puissant qui la coince dans son expansion du territoire. Avec l'aide de son petit frère, Mei arrive à mettre à terre le fléau et repart à la recherche de Geto. De l'autre côté, Chozo tombe enfin sur Yuji. Il lui explique qu'il souhaite venger ses frères et l'attaque sans attendre. Le sort de Chozo consiste à durcir le sang jusqu'à l'extrême et à le manipuler. Yuji prend cher, mais il se débrouille bien. Les deux adversaires reconnaissent la valeur et la puissance de chacun, mais Yuji doit se préserver car il a un autre rôle à jouer. Le sort de Mekamaru commence à prendre fin. Yuji attire tout de même Chozo dans un piège. L'eau des sanitaires l'empêche d'utiliser efficacement son sort. Itadori prend le dessus, mais c'est sans compter sur la volonté de Chozo qui a fait durcir un caillou de sang et transperce le foie d'Itadori. De son côté, Yuji comprend que son rôle est en fait de terrasser Chozo et quelqu'un d'autre se chargera de libérer Gojo. Les deux hommes risquent leur vie, mais la marche est trop haute pour Itadori. Soudain, Chozo a la vision d'un souvenir avec ses frères et Yuji. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il finit paralysé. Pendant ce temps, Sukuna met une pression à Yuji qui voit son corps être sauvé par deux femmes. De l'autre côté, Nanami, Maki et Naobito Zenin tombent sur un adversaire. Le vieux Zenin l'explose en quelques secondes. Il semble être surpuissant, mais il en est de même pour son adversaire qui se transforme en un monstre surpuissant. On assiste alors à la naissance de Dagon. Face à la puissance monstrueuse du fléau, Nanami, Maki et Naobito doutent de leur capacité à l'exorciser. Pour autant, le vieux Naobito nous fait une démonstration de force et domine Dagon en l'obligeant à étendre son expansion du territoire. Dans le territoire, Maki et Nanami se font attaquer par des monstres aquatiques qui surgissent de partout. C'est à ce moment que Megumi débarque avec une arme maudite. Il rentre dans le territoire de Dagon et empêche l'apparition de nouveaux monstres en déployant partiellement son propre territoire. C'est un Nanami très approché qui décide de le protéger. Le plan est de sortir du territoire de Dagon à travers celui de Megumi. Naobito, qui a perdu un bras, et Nanami, un œil, se rassemblent afin de sortir. Mais au moment de la sortie, un homme rentre et oblige Megumi à rompre son sort. Toji fait son apparition dans le territoire de Dagon. Instinctivement, il se dirige vers le plus fort, donc Dagon. En utilisant une arme maudite, Toji se débarrasse de Dagon en moins de 2 et libère tout le monde de son territoire. Naturellement, il poursuit sa quête du plus fort. Mais étonnamment, il se dirige vers Megumi. Le père et le fils se retrouvent face à face. De l'autre côté, Gojo débarque soudainement. C'est un carnage. Le fléau se déchaîne et brûle facilement les trois exorcistes. Naobito tente d'esquiver, mais avec la perte de son bras, cela lui est fatal. Jogo a terminé le boulot de ce côté. Nanami, Maki et Naobito sont hors jeu. C'est à ce moment qu'on retrouve Itadori et les deux femmes. Jogo débarque et voit Itadori endormi. Sans attendre, il tue les deux femmes et fait ingurgiter à Yuji les 10 doigts de Sukuna. Cependant, les deux femmes régénèrent et se relèvent. Sukuna aussi se réveille et se relève. Il prend le contrôle du corps de Yuji. Tout le monde est intimidé. Tout le monde s'agenouille. Sukuna, fière de lui, découpe un morceau de la tête de Jogo car elle dépassait. Les deux femmes demandent alors à Sukuna de tuer l'usurpateur de Geto et en échange, elles lui donneront des doigts de Sukuna. Sukuna, mécontent, il tue l'une des deux sœurs car elle lui a donné un ordre. Jogo à son tour propose à Sukuna de poser une restriction, comme ça elle garde le contrôle sur le corps de Yuji pour l'éternité. Ce dernier refuse car il a déjà son propre plan. Sukuna lance alors un défi à Jogo. S'il parvient à le toucher ne serait-ce qu'une seule fois, alors il lui obéira. Aussi, il l'autorise à tuer tous les êtres humains présents sur place, sauf un, Megumi Fushiguro. Voilà pour le résumé de la première partie de cet arc. On voit déjà qu'il y a un nombre conséquent de protagonistes, mais aussi beaucoup de morts. Mais encore une fois, ces événements, ils n'ont pas fini de changer les règles du monde de Jujutsu Kaisen. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, c'est un gros soutien. Et on se retrouve très vite pour la partie 2. Allez!